C'est Du coup, bon? je te laisse Ouais. commencer, Loïc. Moi, je continue Euh, le. du coup, je vais d'abord me présenter un peu à vous, vous dire un petit peu le stage, de quelle période c'est. Donc, moi, je m'appelle Vendeput Loïc, je suis infirmier à la base libérale. J'étais infirmier libéral sur le secteur de Saint-Julien-sur-Garonne et j'ai été co-gérant de maison de santé donc, sur Carbone et sur le Fousseret et coordinateur de la maison de santé aussi de Carbone à la Terrasse. J'ai arrêté mon activité libérale là récemment en décembre. Justement pour me concentrer sur le stage. Donc là, je suis en stage sur la CPTS, donc Sud Toulouse, du mois de janvier là, jusqu'à fin mai, globalement. Euh, Jusqu'à fin mai. Voilà. Avec un stage quand même plutôt pré-professionnalisant, c'est-à-dire que certainement après, je resterai sur la CPTS comme futur IPA. Voilà. Donc là, je vais vous présenter ce que c'est exactement la pratique avancée. Vous n'hésitez pas à me couper, à poser des questions sur mon rôle, mais aussi peut-être aussi sur la formation si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Et, euh, et voilà. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Vous voyez mon écran là? C'est bon? Oui. Ok. Alors, est-ce que je peux enlever ça? Voilà. Du coup, au niveau de la présentation, je vais vous présenter rapidement ce que c'est comme infirmier pratique avancée, les compétences en tout cas, comment ça intervient en fait au niveau des prises en charge des patients en lien avec les équipes pluriprofessionnelles, au niveau de la formation, quels sont les bénéfices qui sont attendus au niveau des études et les réponses à vos questions. Donc, en fait, la pratique avancée, c'est un métier qui a été créé en France en 2018 suite à un nouveau décret de compétences, un nouveau décret qui a eu lieu en 2018, le 18 2018. Et c'est suite en fait, à des discussions, suite à la stratégie de Ma Santé 2022, qui était de garantir l'accessibilité aux soins et de décloisonner et de réorganiser les soins. C'est vrai que la pratique avancée en France, en fait, ça existe donc du coup depuis 2018, depuis ce nouveau référentiel de compétences aussi, mais ça existe depuis beaucoup plus longtemps dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada et aux États-Unis. C'est un métier qui est créé depuis à peu près début des années 2000 au Québec, un peu plus avant au Canada et encore avant aux États-Unis. Ça a été créé aussi suite aussi à l'universitarisation de la profession d'infirmier, à l'entrée en formation des licences, masters et peut-être bientôt un doctorat de sciences infirmières en France. Donc, pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier pratique avancée, donc, il faut forcément être déjà infirmier, donc il faut un diplôme d'état d'infirmier. Donc, il faut avoir au minimum 3 ans d'expérience professionnelle avant d'exercer en tant qu'IP1 et être inscrit à un ordre professionnel qui est l'ordre infirmier. Sachant qu'il y a un étudiant, enfin un infirmier du coup récemment diplômé peut directement enchaîner sur un cursus master avec la pratique avancée de 2 ans, mais il ne pourra pas exercer en tant qu'infirmier pratique avancée en sortant du master. Il sera obligatoirement obligé de faire 3 ans en tant qu'infirmier, puis après, il pourra seulement exercer en tant qu'IPA. Donc, globalement, au niveau de la formation, c'est 2 ans de formation. 2 ans de formation, donc c'est un master. Il y a à peu près 3000 heures de formation théorique, dont 6 mois sur terrain de stage. Donc, il y a 2 mois de stage en première année. Suivant les universités, ça dépend. Ça peut être entrecoupé. Ça peut être un mois sur un premier semestre, un mois sur l'autre semestre, sur le même terrain de stage, ou ça peut être 2 mois consécutifs. Et en seconde année, c'est 4 mois consécutifs, souvent sur le dernier semestre. Donc, c'est une formation universitaire, donc licence, master, doctorat, qui a souvent lieu quand même sur les facultés de médecine. Et donc, c'est un diplôme qui est reconnu de grade master. Donc, globalement, là, c'est à peu près les chiffres que j'ai eus. Moi, c'est que l'objectif Ségur, c'était de former 3000 IPA pour 2022. Et l'objectif initial de la DGOS, c'est de former à peu près sur le plan national 5000 IPA d'ici 2023, à peu près. Donc, au niveau de la formation, comment ça se fait? Ça, c'est première année. Donc, la première année, peu importe les mentions. Donc, on a 5 mentions. On a pathologie chronique stabilisée et prévention polypathologie en soins courants, en soins primaires. Donc, ça, c'est la première mention. La deuxième mention, c'est une oncologie, hémato-oncologie, une mention de psychiatrie et de santé mentale, une mention maladie rénale, dialyse et transplantation, et une mention qui est récemment sortie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a que l'université pour l'année 2021-2022, que l'université d'Aix-Marseille qui ont commencé cette formation, c'est la mention urgence qui est apparue cette année, en 2021.
Donc, la première année, du coup, c'est un tronc commun avec des unités d'enseignement qui sont de clinique, de pharmacologie, de recherche, d'anglais, de santé publique et de tout ce qui est management. Et la deuxième année, qui est un peu plus spécifique du coup sur le premier semestre, où on approfondit les pathologies des mentions choisies, et notamment au niveau des pathologies chroniques stabilisées, qui est ma mention que j'ai choisie, qui est concentrée sur tout ce qui est cardiopathie et maladie coronaire, tout ce qui est diabète de type 1 et 2, AVC, maladie de Parkinson et épilepsie, maladie neurodégénérative et artériopathie chronique. Ouais. Donc voilà, vous avez exactement, et tout ce qui est aussi insuffisance respiratoire chronique. Donc ça, c'est vraiment les pathologies sur lesquelles je suis ciblé. Donc forcément, pour que je puisse moi intervenir en tant qu'IPA, il faut déjà que le patient soit vu par son médecin généraliste. Il faut qu'il y ait un protocole d'organisation qui est différent d'un protocole de coopération qui soit signé entre l'IPA et le médecin généraliste. Un protocole d'organisation, globalement, ça regroupe, en fait, globalement, c'est le… si vous voulez, l'IPA est autonome en fait, dans sa prise en charge, c'est-à-dire que si, lorsqu'il fait un renouvellement de traitement ou lorsqu'il voit un patient et qu'il fait son examen clinique et ses conclusions cliniques, il est complètement responsable de ce qu'il fait. Il n'y a pas de responsabilité du médecin vis-à-vis de ce que va faire l'IPA. Donc, le protocole d'organisation régit plutôt une organisation globale de comment l'IPA va prendre en charge le patient et quels vont être les paramètres du coup, de cette prise en charge, c'est-à-dire comment va-t-il faire le compte-rendu, comment il va contacter le médecin et jusqu'où sa prise en charge s'arrête. Parce que la mention choisie, c'est pathologie chronique stabilisée. On est bien d'accord qu'il faut que le patient soit stabilisé pour être pris en charge par un IPA, mais si dans le champ de compétences de l'IPA, effectivement, il peut y avoir un renouvellement du traitement avec des changements de posologie, si on commence à changer des posologies de traitement, c'est que le patient n'est pas forcément complètement stabilisé non plus. Ce qu'on entend par stabiliser, c'est qu'effectivement, qu'il ne soit pas dans l'état de décompensation globale. Et dans ce cas-là, il devrait être redirigé vers le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Hein, tout dépend avec qui le protocole d'organisation est signé. Donc, les nouvelles compétences, ça va être… ça va être mener une anamnèse, un entretien, un examen clinique du patient, incluant le repérage des vulnérabilités. Donc, par exemple, pour les patients que j'ai commencé à prendre en charge, ça va être une évaluation sur le plan cardiovasculaire, c'est certes, puisque actuellement, c'est un peu pas ma spécialité, mais c'est ce que, en tout cas, les premiers patients avec Nicolas où on a pu échanger, c'est surtout sur l'insuffisance cardiaque. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent permettre aussi et qui sont importants, notamment pour les personnes âgées, c'est de refaire effectivement un bilan complet gériatrique. Et donc, notamment recherche des vulnérabilités avec recherche des troubles cognitifs, les échelles de dépression, tout ce qui est nutrition et les signes de dénutrition, et refaire un point complet sur tout ce qui est cadre de vie, intervenant, revenus, pour voir un petit peu si au niveau social, etc., tout va bien. Donc, la première consultation, c'est une consultation d'éligibilité, une consultation initiale, qui a une durée approximative d'1 heure, globalement, et c'est une consultation d'1 heure, d'1 heure 15 à peu près. Et les consultations de suivi, c'est des consultations donc trimestrielles. Ces consultations, elles ne peuvent qu'être pour l'instant trimestrielles, puisque c'est un forfait de 4 consultations par an. Et souvent, ça a lieu en fait au niveau des renouvellements trimestriels. Si l'IPA, j'ai effectivement repère une décompensation ou en tout cas des éléments qui sont hors de son décret de compétence, il en va de l'IPA à refaire le point et refaire le lien avec son médecin généraliste pour que le patient soit revu par le médecin généraliste ou son médecin spécialiste. Donc, mener une anamnèse, voilà. Ensuite, c'est évaluer l'observance, repérer les effets secondaires des traitements, identifier les situations d'urgence. Donc, souvent, il y a un petit bilan iatrogénique qui est fait sur l'intégralité des traitements, en lien aussi avec les pharmaciens. Donc, c'est important aussi de les inclure dans la prise en charge. De formuler des conclusions cliniques et diagnostics infirmiers. Donc, on parle bien de conclusions cliniques et non de diagnostic, puisqu'il n'y a pas de diagnostic médical chez les infirmiers en pratique avancée. De prescrire des examens complémentaires, donc conformément aux données acquises par la science, c'est-à-dire que prescrire tout ce qui est bilan, on peut prescrire des imageries, on peut prescrire quand même pas mal de choses au niveau d'examen. Et voilà, de prescrire, renouveler ou adapter des traitements conformément aux données acquises. Donc, on peut prescrire effectivement, on peut renouveler certains traitements. La plupart des traitements sur tout ce qui est pathologie chronique
Et globalement, petit à petit, les décrets vont un peu s'ouvrir pour des prescriptions et des renouvellements de traitement qui puissent contenir aussi tout ce qui est hypnotique et benzodiazépine, parce qu'actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, la consultation IPA, donc, on a un petit peu tout ça qui est fait au niveau de la consultation, c'est-à-dire on a le suivi donc, du coup de la maladie chronique stabilisée. Je vous l'ai expliqué par l'interrogatoire, l'examen clinique. Il peut y avoir aussi des examens complémentaires qui peuvent être faits au sein de la consultation, notamment un électrocardiogramme. On peut aussi faire pour les patients vasculaires la mesure des indices de pression systolique. Il peut y avoir pas mal d'examens qui peuvent être faits lors de la consultation. Et pour les patients qui sont par exemple insuffisants respiratoires chroniques, lorsqu'on est équipé, effectivement, on peut faire aussi tout ce qui est spirométrie. Ça peut être intéressant. Il y a tout un temps aussi qui est important, mais c'est un temps sur tout ce qui est parcours de soins et coordination, c'est-à-dire refaire les parcours, revoir les spécialistes, est-ce que les rendez-vous ont bien été pris, est-ce que les vaccinations aussi ont été mises à jour. Donc, il y a tout un processus et en tout cas, on revoit l'intégralité du dossier du patient pour voir si tout a été, si tout est conforme et est-ce que par rapport aux recommandations des parcours de soins, tout a été fait. Donc, il y a aussi de la prévention et de l'éducation à la santé, du dépistage de l'orientation, travailler sur l'alliance thérapeutique et tout ce qui est continuité des soins par rapport à tout ce qui est coordination. Donc, il y a des compétences du coup transversales. Comme je vous expliquais, pour infirmier pratique avancée, donc dispose de compétences élargies et d'une activité à caractère médical dérogatoire pour le suivi des patients sur les parcours complexes. Donc, en emploi du cardiologue, je marque ça parce que ça, effectivement, ça faisait partie en fait d'une revue qui est une offre cardio qui a été sortie par des cardiologues il y a quelques mois, notamment par le syndicat national de cardiologie, où ils expliquent dans ce magazine toute la coopération cardiologue-IPA, notamment par rapport au protocole d'organisation, mais aussi avec des protocoles de coopération cette fois-ci, avec des dérogations spécifiques, notamment sur la pose de holter, sur la réalisation pour ceux qui sont formés à des échocardiographies, etc. Donc, son exercice s'inscrit non pas dans une délégation de compétences, mais bien dans une transfert de compétences et de tâches antérieurement réalisées par le cardiologue. À ce titre, l'IPA assume la responsabilité de ses actes au même titre que le médecin. Donc, il participe à des activités de recherche navette en équipe et études. Il évalue les chemins cliniques pour les accompagner dans le parcours des soins. Il peut évaluer aussi la qualité des soins et évaluer les besoins en formation élaborés et animer les formations pour les équipes pluriprofessionnelles. Il y a aussi un temps qu'on n'a pas, là j'en ai pas discuté, mais il y a aussi quand même, au niveau infirmier, en tout cas, il y a quand même des évolutions qui se font. Nous, on a aussi des compétences, du coup, et en tout cas, il y a eu des UE, il y a une UE recherche qui a été faite, et de plus en plus, en tout cas maintenant, d'infirmiers et les IP en font partie, qui passent des doctorats, et donc des doctorats dans différents domaines, en sciences de l'éducation, en philosophie, etc. Et certainement que dans les prochaines années, il est probable, même très probable, qu'un doctorat en sciences infirmières voit le jour en France. Donc, le fonctionnement et les compétences de l'IPA, donc ça, c'est la FIPA, donc c'est l'Association nationale des infirmiers en pratique avancée. C'est un petit peu tout le registre dans lequel peut intervenir l'IPA. Donc, on a effectivement tout ce côté clinique et examen clinique et de coopération entre les équipes pluriprofessionnelles, mais il y a aussi tout un autre panel, c'est-à-dire tout ce qui est démarche qualité, évaluation des pratiques, coordination et les parcours de soins, tout ce qui est recherche, tout ce qui est aussi travail, c'est-à-dire le lien, et c'est là où je voulais aussi en venir avec vous, c'est-à-dire tout ce lien aussi entre les coordinations et le parcours entre la ville et l'hôpital, parce que en tant qu'infirmier libéral, je sais à quel point des fois ça peut être compliqué entre l'hôpital et la ville, notamment des fois avoir les comptes rendus, d'avoir des informations concernant le patient, concernant le patient lorsqu'il est dans le service, concernant le retour à domicile. Parce que je trouve ça très important aussi, c'est que pour avoir un retour à domicile de qualité, il faut quand même être prévenu relativement à l'avance pour pouvoir envisager si le patient a des besoins particuliers, de mettre les acteurs en lien et de pouvoir mettre les acteurs à disposition du patient lorsqu'il reviendra à domicile. Et pas avoir des retours un peu, entre guillemets, je veux dire sauvages, où on n'est pas prévenu que le patient retourne à domicile. Donc, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur privilégié qui puisse faire le lien entre l'hôpital et la ville et le médecin généraliste et vous aussi, en tant qui êtes quand même au domicile du patient la plupart du temps.
Il y a tout ce qui est projet, gestion de projet, etc. Et puis de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est consulting de soins, l'organisation des RCP, notamment pour des situations de soins complexes à domicile. Et voilà, et les groupes d'analyse de groupes de pratique, tout ce qui est démarche éthique et ça, notamment pour les soins palliatifs, etc., qui peuvent être mis en place. Donc, les bénéfices attendus, c'est un accès facilité à l'évaluation clinique, un maintien de l'amélioration de la qualité des soins. Donc, l'idée, c'est d'avoir une meilleure communication entre professionnels de santé et d'accélérer tout ça, et d'avoir un impact sur la qualité de vie du patient et une fluidification des parcours de soins. Donc, ça, c'est plutôt les témoignages qui ont été faits jusqu'à présent. Il y a un rapport qui est sorti justement de l'Inspection générale des affaires sociales il y a quelques semaines de ça, où effectivement, il y a des conclusions qui sont faites sur… Il y a peu d'infirmiers en pratique avancée pour l'instant, effectivement, il y en a déjà qui sont sortis, mais de formation. Mais en tout cas, je veux dire qu'il y a peu de nombre en fait, évalués sur les quelques infirmiers en pratique avancée qui sont actuellement en exercice. Mais en tout cas, effectivement, on voit déjà un impact sur la qualité des soins et les gens sont plutôt satisfaits. Au niveau du médecin, il y a une libération de temps médical, puisque effectivement, le patient est pris en charge par l'IPA pour la pathologie chronique stabilisée, ce qui lui permet d'avoir un temps supplémentaire pour les autres patients. Il y a un appui sur l'IPA avec une habitude de collaborer avec un professionnel de santé identifié, meilleur service rendu à la population et le développement de projets de santé annexes. Et pour les infirmiers, il y a un accès facilité à un avis ou à une réponse clinique, une remontée et une descente d'informations plus facile, puisqu'on a un acteur de communication qui est identifié et qui est privilégié. Et il y a une nouvelle possibilité de progression professionnelle et d'accès à plus d'autonomie, plus de compétences reconnues et valorisées, et la mise en place d'un travail d'équipe. Donc, globalement, il y a deux modes d'exercice, libéral ou salarié. Donc, moi, effectivement, c'est plus un accès libéral. Donc, il y a effectivement des IPA aussi maintenant à l'hôpital. Donc, ça, je vous l'avais déjà expliqué, c'est par rapport au protocole d'organisation. On peut soit exercer au domicile, soit en cabinet, mais en fait, en général, c'est plutôt les deux. Les consultations médicales, les entretiens IPA peuvent être s'intercaler dans le suivi du patient. Globalement, moi, je peux faire un suivi tous les 3 mois et le médecin généraliste peut malgré tout le revoir tous les 2 mois. En fait, le médecin généraliste décide de quand il veut revoir le patient. Et ça, c'est à voir en fonction du protocole d'organisation dans lequel on fait. Moi, je le vois tous les 3 mois. Le médecin peut s'intercaler entre deux. Donc, c'est régi par un protocole d'organisation. L'IPA donc, est responsable légalement et juridiquement des actes qu'il effectue. Et en cas de problème de santé aiguë, bien sûr, le patient est redirigé vers son médecin traitant ou son médecin spécialiste. Donc, le protocole d'organisation, ça, je vais passer, je vous l'ai déjà expliqué globalement, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, c'est ce qui doit être mis dans le protocole d'organisation, c'est globalement les modalités d'exercice de l'IPA et notamment de comment la communication avec le médecin, jusqu'où va son expertise et son exercice. Alors, un exemple, c'est M. X via domicile, à la suite d'une insuffisance cardiaque et elle me plus dépassée au cabinet médical. Donc, l'IPA pourra suivre cette patiente à domicile si elle n'est pas décompensée. Donc, globalement, une évaluation multidimensionnelle, psychosociale, environnementale, éthique, culturelle avec les antécédents, de consultation, etc. Une évaluation des facteurs des risques cardiovasculaires sera effectuée et des risques intercurrents comme la dépression, la dénutrition qui peuvent accentuer, en tout cas, aggraver en tout cas les pronostics d'une insuffisance cardiaque. On fera des recherches d'éléments qui peuvent modifier effectivement l'état de santé. L'examen clinique sera effectué au domicile. Une explication effectivement du diagnostic médical, donc de l'insuffisance cardiaque au patient. Explication aussi, éducation à la santé aussi par rapport au traitement, l'observance. Et donc ça, c'est un travail finalement collaboratif puisque c'est aussi fait avec vous, puisque vous faites déjà aussi au domicile auprès du patient tous les jours. Donc c'est vraiment un travail collaboratif et c'est un travail qui soit en équipe pluriprofessionnelle. L'analyse des résultats d'examen complémentaires prescrits. Travail sur la conciliation médicamenteuse. Bon, là, c'est les bilans d'extension maladie athéromateuse, donc ça, c'est spécifique pour le côté cardiovasculaire, aussi pour les patients diabétiques. La gestion des comorbidités, l'élaboration d'un plan de soins personnalisé et la prise en charge précoce d'éventuelles complications ou décompensations qui pourraient arriver à domicile. Donc après, là, je vais détailler un peu, mais on peut passer, parce que je pense que si vous avez des questions, pour ne pas trop dépasser le temps qui avait été alloué. Mais globalement, le repérage, tout ça, c'est fait à domicile. Le travail de l'IPA, après, ça va être travailler effectivement de la détection de ces fragilités qui peuvent être à domicile sur le point de la santé, mais aussi sur le plan social. Et par exemple, de faire intervenir la MAIA s'il y a besoin sur le département chez les patients et d'avoir ce temps-là associé pour pouvoir travailler sur la coordination.
Il va y avoir un travail aussi de participation aux décisions de réunions de concertation pluriprofessionnelle. Je ne sais pas si vous en faites, vous, actuellement, sur votre secteur, pas encore. Non, pas du tout, non. D'accord. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant puisque lorsque des patients posent soucis ou des situations complexes, c'est intéressant de pouvoir en discuter en équipe pluriprofessionnelle. Donc ça, c'est effectivement du travail de l'organisation. Ça peut être le coordinateur d'une maison de santé qui s'en occupe, mais ça peut être très bien aussi l'IPA qui organise cette réunion de concertation pluriprofessionnelle en lien avec les médecins, le médecin généraliste, mais aussi peut-être aussi avec les spécialistes. Parce que des fois, on peut avoir des questions par rapport à, je ne sais pas, des problèmes de diabète, etc. C'est intéressant de pouvoir le faire aussi avec le diabétologue qui se trouve au CHU et de faire une réunion en télé suivi, en téléconsultation, et de pouvoir d'avoir une telle expertise du moins. Et donc l'organisation du parcours de soins, donc c'est retravailler et redéfinir les parcours, la rédaction d'un courrier aussi d'adressage et les entrées directes en hospitalisation. Donc mon stage, du coup, moi, il a lieu du 17 janvier jusqu'au 20 mai, c'est ce que je disais. Donc là, c'est un peu mes objectifs. Bon, là, c'est plus par rapport quand je présente sur le plan médical pour présenter un petit peu mes objectifs de stage. Et moi, effectivement, je fais mon mémoire aussi en cardiologie. Mon mémoire, c'est sur la pratique avancée infirmière dans la prévention des troubles cardiovasculaires en soins primaires. Chez la femme périménopausée ou ménopausée, globalement, c'est parce qu'il y a des différences d'évaluation entre les femmes et les hommes. Et les femmes, à partir d'un certain âge, c'est la première cause de mortalité. Les troubles cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité chez la femme. Donc, c'est bon, c'est un peu mon sujet de mémoire. Voilà. Donc, moi, pour me présenter un peu mon parcours aussi, c'est globalement, bon, maintenant, je suis étudiant en pratique avancée, en dernière année de master, j'étais infirmier libéral, ancien infirmier sapeur-pompier. J'ai fait une bonne partie quand même je suis diplômé depuis 2011 et j'ai travaillé au Canada pendant quelques années, notamment aux urgences et en médecine interne. Et voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est pas aller trop vite? C'est clair. Non, c'est clair. Comment on communique? Alors, vous avez mon numéro où vous pouvez m'appeler, ça c'est disponible. Hein. Après, j'utilise Spico aussi. Donc, globalement, pour les patients, on peut utiliser Spico. Je pense que vous communiquez comment d'habitude avec nous, avec les médecins, on a Spico, on a mis le nom des patients et on est tous les trois, enfin Virginie, c'est le docteur Omer, quoi. Nicolas, Virginie et moi, on est tous les trois sur Spico et on a mis le nom du patient et donc on voit toutes les infos à chaque fois qu'il y en a qui communique. C'est un peu comme ça. De toute façon, moi, c'est par Spico. De toute façon, la plupart du temps, les patients, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Actuellement, les patients, c'est Nicolas d'abord qui va me les adresser en me disant je vais voir ce patient en consultation. Moi, à partir du moment où j'ai un patient qui est identifié, que je vais voir en consultation, dans tous les cas, je vous préviens. C'est-à-dire que je vous appellerai, je vous dirai, je vois ce patient en consultation, c'est au moins que vous êtes au courant que je passe à son domicile. Et suite à ça, de toute façon, il y aura toujours un compte-rendu. Le compte-rendu, je vous l'enverrai sur Spico également. Donc, moi, il y aura une traçabilité sur Spico et il y aura une traçabilité sur Veda, qui est le logiciel médical actuel, pour que Nicolas ait le compte-rendu aussi également sur Veda, quoi. D'accord. OK. Vous en pensez, là, chaud après l'apprentissage du rôle de l'IPA, ce que ça pourra apporter? Vous y voyez quelque chose? Vous y voyez ça vous inspire? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a des patients chroniques et c'est bien enfin, je vois, il a dû voir de nos patients et donc le médecin traitant n'a pas toujours le temps d'aller faire ses visites et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va faire une consultation et d'être en lien et ça va être intéressant avec l'AMSP. Après, c'est ça, moi je pense que c'est vraiment bon, il y a effectivement une plus-value de l'IPA, et ça je suis certain, mais la plus-value, elle n'est aussi valable que s'il y a vraiment une bonne collaboration entre professionnels de santé. Je pense que c'est aussi important de remettre aussi c'est vous qui passez aussi tous les jours au domicile, c'est vous qui surveillez les patients tous les jours au domicile. J'étais quand même infirmier aussi libéral avant, et votre expertise, elle est tout aussi importante aussi, c'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, moi, je vais passer au domicile du patient pour faire le point, pour revoir un petit peu tout ce qui en est, parce qu'effectivement, j'ai 1 heure de temps pour faire une consultation d'éligibilité.
j'ai une demi-heure, 40 minutes pour faire une consultation de suivi qui est réalisée que sur la consultation. Mais il est certain que vous passez aussi tous les jours au domicile, voire plusieurs fois par jour. Et donc ce qui est important, c'est que vous puissiez me refaire effectivement remonter certaines informations et pourquoi pas par la suite, notamment dans le cas de la MSP par la suite, mais de travailler sur aussi des réunions de concertation pluriprofessionnelle, de savoir que si par exemple, vous avez des soucis avec un service sur des retours de patients, etc., c'est de m'en faire part aussi, parce que le but, c'est de travailler aussi la collaboration hôpital-ville. Donc, moi, je pourrais peut-être prendre le temps d'appeler l'hôpital et de refaire le point sur le patient. Ben, vous avez eu un patient qui est hospitalisé. La prochaine fois, soit vous appelez l'équipe infirmière, soit vous m'appelez moi, mais prévenez avant d'une sortie pour travailler les TIA, faire travailler tout ce qu'il y a avant, quoi. C'est-à-dire, et je pense que c'est aussi important, quoi. Oui, ça nous manque, ça. Nous, en fait, actuellement, on fait le lien entre les spécialistes, le médecin traitant. Voilà, c'est nous qui le faisons sur notre temps personnel, je vais dire. Oui. Et c'est vrai que ce qui manque, c'est cette collaboration entre médecins, spécialistes, et voilà, en effet, un pivot, quoi, enfin, quelqu'un qui fait la liaison. Ouais. Et les hôpitaux, oui, en effet, là, on a dû récupérer 2 patients. Enfin bon, c'est comme ça. On apprend qu'ils arrivent, ça y est, ils sont sortis. Ouais, Débrouillez-vous. C'est ça, voilà. Voilà. Donc ça, c'est quand c'est léger, ça va, mais quand c'est lourd à gérer, c'est toujours le vendredi soir et voilà, c'est le bazar. Oui, on est obligé de prendre le classeur du patient à domicile, de bien lire les comptes rendus, de tout réaménager là pour une de nos patientes qui est rentrée d'ailleurs. Et oui, ça prend du temps. Oui. Alors, c'est certain que bon, ces problèmes-là ne seront pas résolus du jour au lendemain. Non. Néanmoins, on peut toujours essayer de les améliorer. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez ce genre de soucis-là, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et puis, sur ces suivis de patients, moi, je peux tout à fait rappeler l'hôpital, essayer de récupérer des informations. Et je pense que s'ils ont un interlocuteur peut-être aussi entre guillemets, identifié et privilégié, c'est-à-dire pas privilégié dans le sens avoir le privilège d'eux, mais en tout cas identifié comme coordinateur plus ou moins de soins, en essayant de travailler justement les retours à domicile, quoi. C'est-à-dire pas de retour à domicile sauvage, surtout sur des situations complexes qui demandent en fait de mettre en place des acteurs de santé ou des choses avant, quoi. Des aides aussi. Ah, des aides, c'est ça, exactement. Oui, des aides, parce qu'en ce moment, on a une patiente qui est rentrée d'hospice là et son fils n'est pas resté et ce matin, elle était un peu déboussolée, oui. Elle aurait eu besoin d'aide. Ouais. Donc ça, c'est des choses à travailler. Puis bon, d'autant plus que maintenant, il y a quand même aussi des IPA qui vont rentrer dans le système hospitalier, dans des services, donc il y aura peut-être un peu plus de liens. En tout cas, je l'espère, on peut travailler sur ça. Oui, ça fait des années qu'on essaye, on va peut-être y arriver, oui. Par contre, alors, docteur Omer vous a présenté comme au sein de la MSP. En fait, c'est la CPTS. Non, en fait, c'est surtout la CPTS. Donc, c'est dans la CPTS. C'est la CPTS. Ouais. Actuellement, c'est sur la CPTS. D'accord. Et tout seul sur la CPTS, c'est un grand secteur géographique quand même. Alors, pour l'instant, en fait, du coup, dans le cadre de mon stage, il est certain que actuellement, je travaille. Finalement, il n'y a que Nicolas pour l'instant qui m'adresse des patients. Oui. Le but, effectivement, ça va être aussi dans le cadre de mon stage de pouvoir, notamment des travaux de collaboration avec aussi peut-être les cardiologues aussi de la clinique Occitanie et peut-être aussi d'autres médecins généralistes d'autres maisons de santé, c'est certain. Après, il faut être réaliste. Vu le territoire de la CPTS, je pourrais pas me dédoubler et pouvoir… Non. on est bien d'accord sur ça. Donc après, ça va être effectivement un travail qui pour l'instant est un peu flou aussi pour moi. Hein. Je l'avoue, je ne sais pas trop où demain ou dans 2 mois, 4 mois, comment ça va se dérouler et quel impact ça va avoir effectivement quand je vais présenter le rôle de la pratique avancée sur la CPTS, quel impact ça va avoir en termes de retombées. Donc, je ne peux pas trop, mais c'est certain que je ne vais pas pouvoir m'éloigner non plus trop du secteur. D'accord. Ou bien, il va y avoir des jours prédéfinis, c'est-à-dire que le lundi, je prends consultation sur tel secteur et peut-être que le mardi ou le jeudi sur un autre secteur. Ça, je ne sais pas comment on va le définir par la suite.
Et les rémunérations de vos consultations, c'est la CPAM, la CPTS, la MS? Actuellement, en C'est bien. stage, il y a pas enfin, il y a une rémunération, mais Oui, qui n'est pas liée à la CPAM. Mais effectivement, alors deux choses. Un IPA peut être salarié ou en libéral. Soit il peut exercer en exercice mixte, c'est-à-dire garder son activité d'infirmier libéral tel que je le faisais avant, et une activité d'IPA. D'accord? oui. Euh, le souci de ça, c'est que vous ne pouvez pas suivre les mêmes patients que vous suivez en libéral que vous suivez en IPA, parce qu'il y aurait une sorte de conflit d'intérêt. Mais du coup, mon exercice que je ferai après, c'est un exercice standard IPA complet. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est une consultation tous les 3 mois. Les consultations d'éligibilité, elles sont rémunérées globalement sur une consultation de suivi, c'est payé pour à peu près une demi-heure, c'est 32,70 €, je crois, 32 €, quelque chose comme ça. Le déplacement à domicile reste le même, donc c'est 2,50 € actuellement. Je crois qu'il y a 3,90 € suivant les tranches d'âge, c'est-à-dire que si à partir de plus de 80 ans, il y a 3,90 € de majoration, et pour les enfants aussi, également. Et par contre, il y a la consultation de première consultation qui dure quand même 1 heure, qui a un tarif plus élevé par la CPAM. Globalement, c'est une consultation d'éligibilité plus une consultation initiale. Donc, comme il y a à peu près 1 heure et demie de temps entre la consultation plus le compte-rendu, c'est 80 €, globalement, à peu près. D'accord. Qui est en charge par la sécurité sociale, puisque la plupart des façons, Oui. les patients suivis sont en ALD. Hein. Donc, Oui. D'accord. Pour moi, rien de plus. Pour moi non plus. C'était clair. bon, ben, parfait. Là, le travail que fait Loïc pour le moment, c'est donc, on va dire, initialiser les choses sur le territoire. Donc, il vous présente à vous les professionnels de santé proches de la MSPDM, parce que, bon, mais effectivement, c'est Nicolas, son tuteur de stage. Donc, il a des patients qui vont être proches de vous. Effectivement, il va voir les cardiologues d'Occitanie et il va aussi aller rencontrer les équipes des autres MSP qu'on a sur le territoire de la CPTS pour leur montrer un petit peu l'intérêt, voilà, d'avoir un IPA. Et par la suite, comme il l'a dit, on va voir comment évolue la patientèle qui va pouvoir prendre en charge et on verra du coup s'il faut définir des secteurs suivant les jours de la semaine, s'il y aura des tournées. Enfin, ça va complètement dépendre de comment ça va évoluer ce nouveau métier qui apparaît sur le territoire de la CPTS. Comment les médecins généralistes principalement vont accepter ou non de déléguer certaines tâches à Loïc. Voilà. Donc ça, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée de son stage, sachant que donc il a un stage qui dure 4 mois sur la CPTS, mais que l'objectif c'est qu'à la fin du stage, il reste quand même sur la CPTS et qu'il conserve ses fonctions, mais cette fois-ci en tant que IPA et non plus en tant que stagiaire. Voilà. Donc c'est pas juste on fait quelque chose pour essayer et puis après on arrête. Non, non, c'est quand même une volonté d'avoir une continuité par la suite. Après, c'est pareil, j'avais pas discuté j'en ai pas trop parlé de ça, mais c'est important aussi de le notifier, c'est que je vais essayer aussi de faire le lien avec tout ce qui est éducation thérapeutique et les programmes d'éducation thérapeutique qui sont sur la région, notamment pour les suites des patients et de refaire les liens en tout cas pareil, sur ce qui se passe sur le territoire et sur pourquoi pas d'envoyer des patients sur des programmes d'éducation thérapeutique. Quoi. D'accord. OK. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis disponible, vous avez mon mail, mon téléphone, et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.